Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Dominique Messy. Je suis la directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec. Il nous fait plaisir de vous accueillir chez vous ce soir, d'en apprendre beaucoup plus sur le radon, un gaz incolore, sans goût et inodore, mais qui cause le cancer du poumon. L'Association pulmonaire du Québec travaille depuis 18 ans à faire la cartographie de la province. D'ailleurs, vous pouvez venir sur notre site et vous pourrez mettre votre code postal pour en savoir un peu plus sur le taux de votre secteur. Au Québec, 1000 personnes décèdent par année des causes du radon. C'est la première cause de cancer chez le non-fumeur. Avec les années, nous pouvons vous dire que 18 des demeures québécoises mesurées dépassent les mesures nationales. Nous avons avec nous deux personnes vraiment spécialistes du radon avec qui nous travaillons depuis 18 ans. Monsieur Mathieu Brossard de Santé Canada, spécialiste régional en rayonnement, et Dr Jean-Claude Dessau, médecin conseil pour le M3S. Par la suite, Dr Stéphane Trépanier, médecin conseil en santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, viendra vous parler d'un projet de prêt de détecteur de radon dans votre région. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr Jean-Claude Dessau, médecin conseil en radon. Bonjour, mon nom est Jean-Claude Dessau, je suis médecin conseil en santé environnementale. Je remercie l'Association pulmonaire du Québec et le Centre régional de santé et de services sociaux de la baie James de me donner cette opportunité de vous parler du radon et de mettre en évidence que c'est un problème de santé publique. Je ne sais pas si vous avez accès à la présentation. Voilà, merci. Donc, on va passer tout de suite à la diapositive suivante. C'est bien. Alors, le plan de la présentation, ça va être assez rapide. Je vais parler d'abord de la radioactivité, démontrer que tout le monde est exposé à la radioactivité. On n'y échappe pas. Ensuite, vous parlez du radon, ses caractéristiques physiques, ses effets, son effet à la santé. Et une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Bon, on va y revenir tout à l'heure en fin de présentation. Alors, tout le monde est exposé à la radioactivité. On reçoit des sources naturelles, je les ai mises en vert sur le graphique, et en brun, les sources artificielles de raisonnement. Donc, si on regarde les sources naturelles, on voit que le radon, c'est 31%, 30% de toutes les sources de radioactivité. Et du point de vue de la radioactivité naturelle, c'est la moitié de la radioactivité qui provient du radon de toutes les sources naturelles. On a d'autres sources naturelles, on en a même dans les aliments et boissons de façon tout à fait naturelle. Pour ce qui est des sources artificielles, les principales sources, ce sont les procédures médicales. Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus, on se sert avec des CT scans, la médecine nucléaire, et ça donne 40% de toutes les sources de radioactivité auxquelles les gens sont exposés. Pour ce qui est des autres sources artificielles, si on parle donc de comment dirais-je, des centrales nucléaires, des mines d'uranium, ça correspond à moins de 1% des sources de radon. Maintenant, le radon, qu'est-ce que c'est? Les caractéristiques physiques, c'est un gaz radioactif. On le trouve partout sur la croûte terrestre. Pourquoi? Parce qu'il provient de l'uranium. Et c'est d'origine naturelle. L'uranium, c'est un élément instable qui se désintègre. On va le voir dans une diapositive suivante. Il est imperceptible par l'essence, comme disait Madame Massy. Il est incolore, sans odeur. Le seul moyen de savoir si on est exposé au radon, c'est de le mesurer. Il y a des instruments pour cela qui s'appellent des dosimètres. Et il est inerte également. Il n'est pas réactif physiquement et chimiquement. Une autre des propriétés, c'est qu'il émet des particules alpha. Et c'est pour ça qu'il nous fait du tort, c'est pour ça qu'il est dangereux. Ces particules alpha, ce sont comment dirais-je, on va le voir avec la chambre à brouillard et Monsieur Brossard tout à l'heure. Ce sont des particules qui sont à haute énergie, tellement qu'elles sont capables de laisser des traces microscopiques. Microscopiques, oui, mais des traces sur certains plastiques qui servent sur certains dosimètres, entre autres. Ce sont d'autres caractéristiques, heureusement, c'est qu'il y a peu de pénétrance. Ces rayonnements-là, ces particules sont arrêtées par la peau, sont arrêtées par une simple feuille de papier. Et c'est pour ça qu'elles ne sont dangereuses que si elles sont inhalées. Parce que quand elles sont inhalées, on les respire, elles vont pouvoir attaquer les cellules qui tapissent le poumon. Ça va être immédiatement à leur portée.
Alors, d'où ça vient, le radon, et d'où vient le rayonnement alpha? Ça a l'air d'être un tableau qui est compliqué, mais finalement, vous allez voir, on peut y arriver de façon assez simple. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des matériaux qui viennent de la croûte terrestre, qui sont en verre, si vous voulez. Puis le premier, c'est l'uranium. C'est vraiment le parent de toute la chaîne de désintégration qu'on va voir maintenant. L'uranium, c'est un élément instable, donc, qui va se décomposer en plusieurs éléments et arriver dans le sol encore, au dernier qui est dans le sol, qui est le radium. Et lui, le radium, quand il se désintègre, ben, c'est lui qui va donner du radon. Le radon qui est un gaz, donc qui va sortir du sol, de la croûte terrestre, s'en aller dans l'air, et c'est lui qui peut comment dirais-je, pénétrer dans les bâtiments. Et dans les bâtiments, et le radon lui-même, il y a des descendants solides qui eux aussi produisent des particules alpha, deux en particulier, le polonium 218, polonium 214, qui sont les éléments les plus actifs. Et ce sont eux, avec le radon, que l'on respire, qui pourront éventuellement attaquer les cellules des bronches et du poumon. Et tout ça, ça se termine par le dernier qui est stable, lui, le plomb, tout simplement. Donc tout ça se fait à partir de l'uranium, c'est ce qu'on appelle la chaîne de désintégration, c'est ce qui va donner le radon. Euh, Bien. Maintenant, comment on mesure le radon? Bon, l'unité de mesure qu'on utilise, c'est le becquerel par mètre cube. Ça mesure l'activité radioactive du radon. Ça nous dit combien on a de désintégration par seconde par mètre cube d'air. C'est la façon dont on mesure ici au Canada. C'est le système international. Aux USA, ben, ils utilisent une autre forme de mesure qui s'appelle le picocurie par litre. 1 picocurie par litre d'air correspond à 37 becquerels par mètre cube. Si jamais vous voyez des mesures qui sont faites aux États-Unis, ça va être sous forme de picocurie par litre assez souvent. Alors, les effets sur la santé, il y a un seul effet qui est reconnu à la santé par le radon, c'est d'être un risque de cancer du poumon et d'augmenter le risque de cancer du poumon. C'est reconnu par les grandes agences de santé internationales. C'est un agent cancérigène reconnu, avéré. Il pénètre dans les poumons, donc avec l'air que l'on respire, et il émet ce rayonnement radioactif qui peut à long terme causer le cancer du poumon. Le radon ne cause aucun symptôme avant-coureur. Ça donne pas d'asthme, ça ne fait pas éternuer ni tousser, euh, mais ça peut faire des effets malgré tout de façon silencieuse. Alors pour le risque de cancer, il n'y a aucun niveau qui est sécuritaire malheureusement. Même à très bas niveau, il y a un risque de cancer du poumon. Heureusement, ce ne sont pas tous ceux qui sont exposés au cancer, au radon qui vont développer un cancer du poumon, mais plus on est exposé, plus le risque augmente. Et les fumeurs qui sont exposés au radon, ont beaucoup plus de risques d'avoir un cancer du poumon que les non-fumeurs. Et le risque, il dépend de trois choses principalement. D'abord, la concentration de radon. On l'a dit, plus la concentration est élevée, plus le risque est important de développer un cancer du poumon. Le deuxième facteur, ben, c'est la durée d'exposition. Et ce n'est pas en minutes ou en secondes, c'est en termes d'années ou même de décennies. C'est sur des dizaines d'années qu'on a un risque qui devient significatif de cancer du poumon. Et le troisième élément qui est très important, c'est le tabagisme, qui peut presque multiplier le risque de cancer du poumon quand on est exposé au radon. Finalement, donc, le radon fait mal et c'est un problème sérieux de santé publique qui passe malheureusement souvent sous le radar. Comme l'a dit Madame Massy, c'est au deuxième rang des causes de cancer du poumon après le tabagisme et c'est au premier rang chez les non-fumeurs. Et encore une fois, on ne peut pas identifier un niveau au-dessous duquel le risque lié à l'exposition au radon est inexistant. Et encore une fois, l'exposition au tabac va presque multiplier les effets du radon en termes de risque de cancer du poumon. Si on regarde pour la population, quel est le risque d'exposition au radon? Ben, il y a à peu près 6 700 décès par cancer du poumon en 2020, par ce que nous dit la Société canadienne du cancer. Et Santé Canada nous dit que 16% de ces décès sont associés au radon, ce qui est énorme, ce qui fait à peu près 1000 décès associés au radon en 2020. Donc c'est très significatif comme risque de cancer du poumon.
Si on regarde maintenant le risque individuel, encore un tableau peut-être un peu compliqué, mais on va essayer de décrire ça rapidement. Quand on est exposé à l'extérieur, puis à l'extérieur, on dit que c'est à peu près 15 becquerels par mètre cube. Pour un non-fumeur, si on regarde tout à fait à droite, c'est 1%, même c'est moins que 1% le risque de développer un cancer du poumon. Un fumeur, même juste le fait de fumer tout le long de sa vie, pour un fumeur, c'est 12% le risque de développer un cancer du poumon. Maintenant, avec le radon, si on est exposé, encore une fois, 8 heures par jour, sur une moyenne annuelle, toute l'année, pendant sa vie entière, 70 ans, ben pour un non-fumeur, c'est 2% le risque de développer un cancer du poumon. Et pour un fumeur, 17%, encore une fois, beaucoup plus. Quand on parle de 800 becquerels par mètre cube, à ce moment-là, pour un non-fumeur, le risque, encore une fois, 8 heures par jour, sur une moyenne annuelle, vie entière, c'est 5% le risque de ce cancer du poumon et on va jusqu'à 30% pour un fumeur. On pourrait dire que, bon, 2%, ce n'est pas très important, 2%. Il faut se souvenir que pour une substance toxique qui est cancérigène, qu'on veut mettre sur le marché, ben, on n'accepte pas que cette substance augmente de plus de 1 cas sur 1 million. Et si c'est le cas, si ça dépasse, ben là, on ne la mettra pas en marché ou on va la réglementer. Alors 2%, retenez ce chiffre-là pour 200 becquerels par mètre cube, qui est la ligne directrice, on va le voir tout à l'heure, la ligne directrice canadienne, 2%, c'est beaucoup pour une substance cancérigène. Alors comment le radon s'infiltre dans les maisons? Ben, c'est un peu comme un aspirateur. Il s'infiltre et s'accumule principalement dans les pièces au niveau inférieur parce qu'il vient du sous-sol. Ensuite, il est transporté du sol à l'intérieur parce qu'il y a une différence de pression. Puis en particulier l'hiver, avec la chaleur, ça fait comme un effet cheminée. Et comme les bâtiments sont fermés, donc les concentrations sont généralement beaucoup plus élevées l'hiver que l'été. Et les voies d'infiltration, on les voit ici de façon schématique. C'est sous tous les fissures, les rapports, les puisards peuvent faire laisser le radon pénétrer. On peut le retrouver dans l'eau des puits également, des puits d'eau souterraine. Et par la douche, il peut également se dégazer par la douche. Donc c'est un moyen d'avoir du radon dans la maison. Dans l'air extérieur, ben, c'est pas très concentré. Il va se diluer rapidement dans l'air extérieur. C'est vraiment pas un problème de santé à ce moment-là. Ce sont des concentrations moyennes de 15 becquerels par mètre cube. Très rarement, ça peut atteindre dans certaines régions 60 becquerels par mètre cube, mais c'est très rare. Dans les maisons, par contre, ben, on a en moyenne 45 becquerels par mètre cube, mais il y a des variations de 30 jusqu'à 2000 becquerels par mètre cube. Et même dans le secteur d'Oka, on a eu des concentrations de 10 000 becquerels par mètre cube, qui est vraiment énorme. Donc, ça peut être des fois très important d'exposition au radon. Et depuis la pandémie, il faut se souvenir que les maisons sont de plus en plus étanches pour lutter contre les changements climatiques, entre autres. On est plus souvent et plus longtemps à la maison avec le télétravail. Et les sous-sols sont très occupés pour le bureau, pour des chambres d'enfants, des salles de jeu, des salles de télévision. Alors, c'est le temps de mesurer. Il faut penser là que ça vaut la peine de mesurer pour savoir si on est exposé. Depuis 2007, le Santé Canada a émis une ligne directrice qui s'applique autant aux constructions nouvelles qu'existantes. Puis il y a 4 points à garder en mémoire pour la ligne directrice. On dit qu'il faut prendre des mesures correctives lorsque la concentration moyenne annuelle en radon dépasse 200 becquerels par mètre cube dans les aires normalement occupées d'un bâtiment. Et ça, c'est toute partie d'un bâtiment où une personne peut passer plus de 4 heures par jour. Deuxièmement, plus les concentrations de radon sont élevées, plus il faudra agir rapidement. Et on dit qu'il faut atténuer dans un délai d'1 an si les niveaux de radon sont supérieurs à 200 becquerels par mètre cube. Maintenant, si c'est plus élevé que 200 becquerels par mètre cube, si les niveaux sont beaucoup plus élevés, il faut intervenir plus rapidement. Troisièmement, lorsque les mesures correctives sont prises, la teneur en radon doit être réduite au niveau le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre, selon le principe ALARAL en anglais, as low as reasonably attainable. Et quatrièmement, pour les nouveaux bâtiments, la construction devrait se faire à l'aide de techniques qui permettront de réduire au minimum l'entrée de radon et de faciliter l'élimination après la construction si nécessaire. Et ça, c'est facile à faire et ça ne coûte pas cher. Alors pour terminer, les messages clés, j'en ai trois. Premier message, c'est que le radon, c'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. La deuxième après le tabagisme. Le deuxième message à retenir, c'est que de mesurer le radon
dans votre maison pour protéger votre famille. C'est simple et bon marché. Et la troisième, c'est si le niveau dépasse la ligne directrice, il existe des solutions corrigées. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Brossard et je vous remercie pour votre attention. Je voudrais vous remercier en premier, Docteur Dessous, pour la présentation. On va avoir une période de questions après la présentation de Monsieur Brossard. Donc, on va passer à la présentation de Monsieur Mathieu Brossard de Santé Canada, qui est le spécialiste régional en rayonnement. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Merci aux organisateurs. Donc, on m'a demandé ce soir de parler de comment on mesure le radon. C'est quoi les moyens qui existent? Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite de ça, lorsqu'on va trouver un niveau de radon élevé dans un bâtiment, dans une maison, dans un appartement, il existe des solutions pour corriger. Puis on va parler de ces solutions-là. Donc, oui. Donc, mesure et atténuation du radon. Atténuation, ça veut dire corriger les problèmes du radon. Puis, pour finir, restez jusqu'à la fin parce que vraiment, on a réalisé une expérience pour vous en direct des bureaux de l'Association pulmonaire à Montréal où on va voir à l'œil nu les radiations du radon. Donc, ça, c'est une expérience là, qui parle d'elle-même. Lorsqu'on voit les radiations du radon, on a pas beaucoup de difficultés à imaginer qu'est-ce que le docteur Dessau nous a expliqué plus tôt. C'est vraiment une énergie qu'on ne veut pas qui endommage nos cellules pulmonaires. Donc, mesurer le radon. On veut mesurer le radon dans l'air qu'on respire. C'est bien important. Le radon vient du sol. Donc, on va vouloir le mesurer au plus bas niveau occupé de votre bâtiment. Si vous avez une chambre à coucher au sol, une salle familiale, que vous utilisez. On dit au moins 4 heures par jour dans la directive. Euh, la zone de respiration, pour être simple, c'est imaginez que vous levez votre bras dans les airs puis que vous baissez votre bras au plus bas niveau. C'est à peu près ça, la zone de respiration. Les détecteurs, il y a différents détecteurs qui existent. Il y a des détecteurs de type passif que vous devez acheter en quincaillerie ou recevoir par la poste chez vous, comme ceux-ci sont vendus par l'Association pulmonaire du Québec. Il y a d'autres manufacturiers. C'est des détecteurs qui n'affichent pas la concentration. Vous devez les retourner après la période d'exposition. Période d'exposition qui doit être sur une longue période parce que les concentrations varient. Par longue période, Santé Canada recommande une mesure d'au moins 3 mois en période de chauffage. Donc, toujours au plus bas niveau occupé. On a besoin seulement d'un détecteur par maison. Ces détecteurs-là, les détecteurs de type passif, doivent être retournés ensuite par la poste au laboratoire, puis il y a un résultat qui est communiqué. Il existe aussi des détecteurs qui affichent les concentrations de radon en continu. Donc, il y a différents modèles. L'important, c'est de laisser le détecteur suffisamment, quel que soit le modèle que vous utilisez, de choisir un modèle qui est certifié ou qui a été évalué pour qu'on s'assure de sa performance et de le laisser suffisamment longtemps là, pour avoir une bonne estimation de votre risque. C'est un risque à long terme, le radon, donc qui varie beaucoup. On veut savoir en moyenne qu'est-ce qu'il y a dans l'air qu'on respire. Pourquoi est-ce que c'est si important de mesurer le radon sur une longue période? Même notre mesure idéale dans notre guide parle de mesures allant jusqu'à 1 an. Eh bien, c'est que ici, on a un exemple d'une maison où on a le 13 octobre, le 20 octobre, le 27 octobre. Donc, c'est une maison qui avait quand même des niveaux de radon élevés. Mais faisons l'exercice suivant. Si vous utilisez un appareil, par exemple, qui affiche les concentrations de radon, vous mesurez 2 jours. Vous pouvez avoir un niveau qui va être très, très élevé. Par contre, si vous choisissez 2 autres journées, vous pouvez avoir un niveau qui va être relativement très bas. Ça, c'est la nature du radon. Ça varie les infiltrations de radon en fonction de la météo, en fonction du chauffage, en fonction de la ventilation de la maison, de l'utilisation. Donc, c'est normal de voir les concentrations de radon fluctuer. Puis, ce qui est important pour vous, c'est de savoir en moyenne combien il y a de radon dans l'air que je respire. La directive de Santé Canada, le 200 becquerels par mètre cube, qui est un niveau d'action, c'est la concentration moyenne annuelle. Donc, il faut
quand même être patient pour faire une bonne mesure. Les détecteurs que j'ai montrés, donc différents détecteurs ou dosimètres qui sont des détecteurs de traçage. Donc, ceux-là doivent être retournés au laboratoire pour analyse. Il y a aussi dans notre guide de mesure des détecteurs électroniques comme celui que j'ai montré. Souvent, ce sont des détecteurs qu'on va retrouver dans des programmes de prêt en bibliothèque. Si vous voyez les deux tableaux, il y a un tableau qui est assuré en rouge, c'est que malheureusement, on doit procéder à des rappels de certains de ces modèles-là. Donc, lorsqu'on choisit de mesurer le radon avec un détecteur électronique, c'est important de choisir d'acheter un détecteur, un endroit fiable, puis de choisir un modèle qui a été évalué de manière indépendante. Donc, ce tableau-là, il est disponible. Il y a l'adresse en bas. Donc, c'est le Programme national de compétences sur le radon au Canada qui publie la liste des détecteurs, si on veut, approuvés. Puis, Santé Canada, nous, on s'occupe des rappels en fonction de la loi sur la sécurité des produits. Et lorsqu'il y a des détecteurs qui ne fonctionnent pas bien, ben, on peut procéder à des rappels. L'exemple de prêt en bibliothèque, c'est des programmes qui ont lieu partout au Canada. Il y a des centaines de bibliothèques qui prêtent des détecteurs. Donc, ça vient avec de la documentation. Les détecteurs peuvent être prêtés pour des périodes variées. Je rappelle que c'est important de prendre une décision, à savoir si on a un problème de radon ou non sur une longue période, au moins 3 mois, idéalement en période de chauffage. Le docteur Dessau a touché un point au niveau des rénovations énergétiques. Lorsqu'on va faire une mesure de radon, le résultat, il est valide pour autant qu'on ne fasse pas de changement à la maison. Si vous faites des rénovations énergétiques, et plusieurs d'entre vous qui nous écoutent vont avoir changé leurs fenêtres, leurs portes, augmenté l'isolation, il y a des subventions en ce sens-là. C'est important d'augmenter la performance énergétique, mais c'est malheureusement relié à des augmentations de radon dans l'air intérieur. Donc, certainement, si vous faites une mesure, puis qu'après vous faites des rénovations, comme changer les portes, les fenêtres, augmenter l'étanchéité, l'isolation, il faut refaire la mesure. Ça, c'est bien important. Euh, donc, si vous faites une mesure, par exemple, avec un détecteur 12 mètres passif, un appareil de mesure passif comme celui-ci, vous allez recevoir un rapport comme ça. Et là, ici, bon, ben, on a 722. Donc, 722, c'est au-dessus de la directive sur le radon de 200. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, plus les niveaux sont élevés, plus c'est recommandé de corriger rapidement. Le délai d'action qu'on a, c'est de corriger dans un délai maximum d'1 an. Le plus rapidement, c'est le mieux. Mais comme c'est un risque à long terme, on peut prendre le temps de trouver un entrepreneur qui est certifié, qui va faire les travaux. On peut prendre le temps de mesurer le radon correctement avant pour savoir si on a un problème ou non. Quelles sont les techniques d'atténuation? Le problème, c'est vraiment l'air chaud. Donc, en période de chauffage, l'air chaud intérieur s'élève un peu comme un ballon à air chaud, une montgolfière, et ça crée un appel de gaz. Si on injecte de la fumée chimique sous une maison, puis qu'on fait un trou dans la dalle de béton, on va voir la fumée qui est aspirée par le bâtiment en période de chauffage. Donc, il y a vraiment le sol qui est une pression positive par rapport à l'air intérieur de la maison. Puis c'est ce qui fait que les gaz souterrains rentrent dans et dont le radon rentre dans l'air intérieur. C'est à ça qu'on va s'attaquer lorsqu'une maison va avoir un problème de radon élevé. Les solutions pour corriger ça, elles sont décrites dans des guides techniques puis des standards. Il y a un document qui est à l'usage des propriétaires, celui qui est à droite. Il y a des documents techniques qui s'adressent aux professionnels, au monde de la construction. Puis depuis quelques années déjà, on a des standards, donc qui sont vraiment des outils de réglementation. C'est possible pour une ville, c'est possible pour un corps professionnel de dire, ben, on va corriger les problèmes de radon, puis on va suivre le standard de l'Office des normes générales du Canada. Donc, ça donne une référence là, qui est révisée en plus à toutes les 5 ans. C'est la deuxième, sont les deuxièmes versions des standards. Les solutions vont aller de deux façons. La première, qui est la meilleure, c'est de neutraliser l'infiltration. Le radon est produit par le sol, il infiltre l'air intérieur. On va l'empêcher d'infiltrer, puis on va corriger le problème. L'autre
solution, le tableau de droite, qui est moins bonne un peu, c'est de laisser rentrer le problème chez nous, puis après ça, essayer de le diluer. Donc, pour neutraliser l'infiltration de radon, principalement, il faut retenir la dépressurisation active du sol, qui est le point rouge. On va voir une illustration de qu'est-ce que c'est. Le scellement des voies d'infiltration, comme par exemple réparer les fissures, réparer les joints de retrait. Euh, L'utilisation de la ventilation, ça va être possible dans certains cas seulement, puis ça peut amener des réductions qui sont modestes. Donc, euh, et vraiment, il faut penser que c'est diluer, laisser rentrer un problème chez nous, puis le diluer, tandis que les méthodes qu'on trouve dans la colonne de gauche, ce sont des méthodes qui vont empêcher le radon, qui vont corriger le problème à la source, qui est l'infiltration du radon. Donc, c'est à favoriser. La dépressurisation active du sol, c'est tout simplement un ventilateur similaire à un ventilateur de salle de bain qui est connecté à un tuyau de 4 pouces, 10 centimètres, qui doit aspirer à un endroit déterminé. Donc, il y a un trou qui est fait dans la dalle de 10 centimètres, puis on va aller capturer le radon dans le sol avec ce petit ventilateur-là, puis l'expulser à l'extérieur. Ça peut être fait au Canada par une sortie latérale, comme une sortie de sécheuse, par exemple, ou comme un évent de plomberie au-dessus du toit. Dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc, ce sont des petits ventilateurs qui ne sont pas très puissants, quelques dizaines de watts, et ils sont capables d'aller chercher le radon dans le sol, ils sont capables de changer la pression du sol, puis ça empêche le radon de rentrer. C'est la technique standard la plus utilisée en Amérique du Nord. Ici, on a un cas astronomique de radon, le plus haut que j'ai personnellement vu, où on avait environ 7500, plus de 7500 becquerels par mètre cube dans une maison. C'est un graphique qui est logarithmique parce que sinon, ça nous prendrait un très, très grand écran pour voir les concentrations. Il y a un système d'atténuation du radon, de la dépressurisation active du sol qui a été installé, donc seulement une colonne, un ventilateur. Et les jours d'après, on est passé de plus de 7000 à quelques dizaines de becquerels par mètre cube, donc 54. Vous voyez cette maison-là qui avait un niveau astronomique de radon, elle a été corrigée, puis elle a un niveau plus bas que chez moi. Donc ça, c'est un détecteur que je laisse chez moi dans la chambre à mon garçon. Et en moyenne, j'ai 90 à ce temps-ci de l'année. L'été, je vais avoir plus 45. Donc, il y a des variations saisonnières, mais toujours est-il que quand on a un niveau élevé de radon, il ne faut pas avoir peur. Il existe des solutions, il existe des guides techniques qui expliquent ça. C'est un problème qui se détecte facilement avec des appareils de mesure simples qui sont variés, diversifiés. Il faut les utiliser sur une longue période. C'est un problème qui se corrige facilement aussi avec des moyens qui sont relativement simples. Euh, On va revenir, il y a un examen à la fin, donc non, il n'y a pas d'examen. Mais on va revenir sur la chaîne de dégradation de l'uranium parce que pour comprendre qu'est-ce qu'on va voir dans la chambre à brouillard, je vous ai promis, pour ceux qui restaient jusqu'à la fin, de voir les radiations du radon à l'œil nu. Eh bien, il faut comprendre qu'un élément radioactif, c'est un phénomène, donc la radioactivité, c'est un phénomène nucléaire. Ça se passe dans le noyau de l'atome. Le noyau de l'atome, imaginez un autobus qui devrait avoir 50 personnes dedans, il y a 500 personnes dedans. Donc, c'est vraiment un noyau où il y a beaucoup trop de nucléons, il y a beaucoup trop de protons, de neutrons. Ça fait qu'il est instable. Puis pour ça, stabiliser les éléments radioactifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des transformations puis libérer de l'énergie. Donc, ce qu'on va regarder dans la chambre à brouillard, ce sont les transformations. Donc, le radon, il se transforme en un métal, le polonium. Il va libérer une particule alpha. Il y a d'autres transformations qui ont lieu. L'autre polonium va libérer d'autres particules alpha pour se transformer. Les particules alpha, c'est deux protons puis deux neutrons. Donc, ici, on a le schéma en bas à gauche d'un noyau radioactif du radon qui va lancer une particule alpha, donc qui est composée de deux protons et de deux neutrons. C'est comme un noyau d'hélium chargé, si vous voulez, puis il lance avec une certaine énergie qui est suffisante là, pour endommager un plastique. Donc, si vous reconnaissez un détecteur similaire à celui que j'ai montré plus tôt, on va pouvoir voir les impacts après un traitement chimique du plastique avec un microscope. La radioactivité, c'est un phénomène, c'est physique. Donc, c'est de la matière qui frappe une autre matière. C'est ce qu'on va voir dans la chambre à brouillard. Là, j'aurais besoin de changer.
Donc, la chambre à brouillard, c'est quoi? Donc, c'est une espèce de petit aquarium. Oh, j'ai été un peu trop rapide. Donc, la chambre à brouillard, c'est un petit aquarium qui est juste à côté de moi ici, dans lequel on a des conditions de saturation spéciales qui vont nous permettre de voir les radiations du radon. Donc, il faudra regarder dans le fond de la chambre. Lorsqu'il y a un atome de radon qui libère une particule alpha, la particule alpha elle voyage à quelques centimètres dans l'air et les conditions dans la chambre de saturation nous permettent de voir une traînée blanche, un peu comme la traînée derrière un avion. Donc, ce sont la trajectoire des particules alpha. C'est les mêmes particules que les appareils de mesure du radon vont enregistrer. C'est les mêmes particules qui peuvent endommager les tissus pulmonaires. Donc, maintenant, on va changer le plan de caméra pour voir à l'œil nu, parce que c'est une simple webcam qui est posée sur la chambre, on va voir à l'œil nu les radiations du radon qui viennent du sol. Donc, j'ai vraiment pris un échantillon de sol qui est dans une bouteille en verre. J'ai injecté donc le radon qui est produit dans la bouteille, dans la chambre, et on va voir les radiations du radon à l'œil nu, mais sur votre écran. Donc, le plan de caméra devrait changer prochainement. Je vois encore que ma webcam est allumée. Non, on voit bien? Parfait. Donc, si vous regardez dans le fond de la chambre, vous voyez des petites traces blanches de quelques centimètres. Donc, la chambre, pour vous donner une idée, elle a environ 30 centimètres par 30 centimètres. Donc, les traces blanches que l'on voit, ce sont soit le radon 222 qui se transforme en polonium 218, ou c'est des transformations donc des autres poloniums qui vont libérer leurs particules alpha. Pour se stabiliser, ce sont des éléments radioactifs, ils ont trop d'énergie dans leur noyau, ils vont libérer de l'énergie. Puis malheureusement, le radon, comme c'est un gaz, comme il infiltre l'air intérieur, on peut respirer ce gaz-là, on peut respirer les produits de dégradation du radon qui libèrent ces radiations-là dans nos poumons. Et c'est pour ça que c'est très important de mesurer le radon chez vous. On trouve du radon dans toutes les maisons au pays. Ce n'est pas toutes les maisons qui ont un niveau de radon inquiétant. C'est à ça qu'elle sert la mesure, à savoir est-ce que le niveau de radon est trop élevé chez moi dans l'air que je respire. Et si on trouve un niveau trop élevé de ces radiations-là dans l'air qu'on respire, il existe des solutions simples pour corriger qu'on a présentées. Donc, ça met fin à ma présentation. Merci pour votre attention. Mais je voulais juste préciser que les présentations ont été enregistrées et que les villes de Chapiche, Chibougamau et Matagami, qui travaillent avec nous pour cette présentation, ont naturellement vont recevoir aussi une copie de vos présentations et vous pouvez aussi vous procurer sur notre site YouTube une copie de la présentation pour pouvoir la présenter à vos amis et à vos collègues aussi. Donc, j'ai plusieurs questions. La première question pour justement Mathieu, est-ce qu'il y a une législation municipale ou gouvernementale qui touche le radon? S'il y a des réglementations, bien sûr, il y a la directive sur le radon fédéral, provincial, territorial de 2007. Ensuite, dans les codes de bâtiments, au niveau de la construction des bâtiments, depuis 2010, on voit des codes demander qu'il y ait des mesures pour prévenir les infiltrations de gaz souterrain. Maintenant qu'on sait que le radon produit du sol puis qu'il y en a dans un nombre quand même important de maisons, bien, quand construit une nouvelle maison, on va prendre des mesures pour limiter ça. C'est souvent appliqué par les municipalités d'ailleurs, il faut le souligner au Québec. Prochaine question. Puis-je demander à ce qu'un test de radon soit fait avant que j'achète une maison? Dans la déclaration du vendeur, il y a une question sur les problèmes environnementaux, puis le radon est donné en exemple. Donc, certainement, si vous avez mesuré le radon, déclarez-le. Quand vous mesurez le radon, si les niveaux sont élevés, ça se corrige. Comme vous avez vu, les niveaux vont être plus bas après la correction que dans bien des maisons non corrigées. Donc, vous le dites, ça a été mesuré, ça a été corrigé, et puis il
il n'y a plus de problème, mais c'est dans la déclaration du vendeur, oui. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs banques ou caisses populaires lorsque vous allez pour chercher votre hypothèque lors de l'achat d'une maison. Vont en parler aussi avec, en tout cas, je peux vous dire entre autres pour Desjardins, mais il y a d'autres banques aussi qui en parlent de plus en plus avec les gens quand ils viennent chercher aussi leur hypothèque. Prochaine question, quelles mesures prendre lors de la construction d'une nouvelle maison? Ce sont des mesures d'étanchéisation pour commencer. Souvent, on va parler d'avoir une bonne membrane. C'est décrit dans les standards qui étaient de l'Office des normes générales du Canada. Donc, mais c'est principalement des mesures d'étanchéisation. Puis ensuite, des mesures qui vont permettre au radon d'être évacué subséquemment si les niveaux sont élevés. Donc, ça peut être une connexion pour le ventilateur qu'on a parlé ou dans certains cas, un évent passif. Donc, on a une colonne qui va jusqu'au-dessus du toit, qui va permettre une évacuation passive du radon. Donc, ça, c'est des solutions qui sont proposées. On voit des villes, par exemple, je pense à Belleuil, qui a adopté un règlement de protection contre le radon qui va dans ce sens-là. Chelsea, en Outaouais, donc il y a beaucoup de municipalités puis les codes évoluent de plus en plus vers la ventilation, vers une évacuation passive. Donc, une colonne qui va jusqu'au-dessus du toit et qui va laisser évacuer le radon passivement. Ça peut réduire de plus qu'une moitié les concentrations de radon, puis sans consommer, là, sans qu'il y ait un ventilateur quand c'est bien fait. Donc, c'est vraiment avantageux. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dessau. Merci, Mathieu. Alors, je Peut-être vais... oui, peut-être Jean-Claude. intervenir, juste une petite intervention concernant les règlements et ce qui se fait actuellement. Au niveau du Québec, en 2022, la Régie du bâtiment a évolué beaucoup en termes de protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments, en ce sens qu'auparavant, on devait déterminer seulement les zones à risque d'émanation de radon pour prendre des mesures de correction. En 2022, on a dit non. On sait que le radon, on ne peut pas déterminer à l'avance où il y en a, où il y en a pas, même dans les secteurs où on pense que ce n'est pas à risque, on peut trouver des niveaux élevés. Donc, on a fini par avoir, de la part de la RBQ, un règlement qui dit non, on devrait mettre des mesures de protection contre le radon dans toutes les régions du Québec. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui reste encore à faire maintenant, c'est de faire en sorte que toutes les habitations puissent bénéficier de ces mesures de protection. Et malheureusement encore, les bâtiments qui sont de moins de 3 étages et de moins de 8 logements et moins sont exclus de ce règlement-là. Alors c'est quelque chose qui devrait s'en venir, mais ça n'est pas encore fait. C'est pour ça qu'actuellement, comme disait Mathieu, c'est souvent les réglementations municipales. Ce sont les municipalités qui peuvent et devraient émettre des règlements du même type pour les bâtiments, les plus petits bâtiments. Puis en fait, ce sont en général des maisons unifamiliales. Donc pour protéger les maisons unifamiliales, idéalement, les municipalités comme Belleuil qui émettent des règlements, on recommande aux municipalités d'aller de l'avant de cette façon. Docteur Dessau, j'ai une autre question pour vous. Alors, vous, on me dit ici, Docteur Dessau parlait que le radon pourrait se retrouver dans l'eau d'un puits. Est-ce que c'est possible de mesurer s'il y a un taux de radon dans la maison? Oui, est-ce qu'il est possible de conclure qu'il y en a possiblement dans l'eau? Euh, Effectivement, dans l'eau souterraine, il peut y avoir du radon qui est dilué, qui est dissous dans l'eau, qui peut être dégazé dans la maison et qui peut intervenir dans la concentration de radon qu'on retrouve dans la maison. Mais dans un premier temps, à moins que ce soit quelque chose de bien reconnu dans une municipalité donnée, ce n'est pas nécessaire de mesurer le radon dans l'eau. Si une mesure de radon dans l'air, comme on la suggère, est élevée, on fait des mesures d'atténuation, comme
comme le mentionnait Monsieur Brossard. Et si après les mesures d'atténuation qui sont bien faites, qui sont faites selon les normes, selon les standards établis, si on trouve qu'il y a du radon encore de façon élevée, là on peut se poser la question si on a un puits d'eau souterraine, est-ce qu'il n'est pas possible qu'une partie des concentrations restantes proviennent de l'eau? C'est ça, et ça reste une possibilité. Il y a des municipalités où c'est le cas effectivement, où on doit être plus attentif. Si maintenant on obtient son eau potable par de l'eau de surface, si la municipalité donne de l'eau par un réseau d'eau de surface, à ce moment-là, il n'y a pas de risque de concentration importante de radon. Donc, en général, on commence par faire l'atténuation quand c'est nécessaire. Et habituellement, ça règle le problème, comme M. Brossard l'a montré tout à l'heure. S'il reste encore du radon et que l'atténuation s'est faite de la bonne façon, parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui ont l'expertise et qui sont reconnus pour cette expertise-là, pour faire l'atténuation. Si ça a été bien fait, qu'il reste encore du radon, on devrait regarder ce qui se passe dans l'eau. Mais si c'est pas fait par quelqu'un qui est certifié, ça peut être aussi parce que ça n'a pas été fait de la bonne façon. Encore une autre question. Est-ce que vous avez des entrepreneurs à Chibougamau qui peuvent faire la correction proposée? Il faudrait demander aux gens de la région, mais je pense que c'est possible, mais j'avoue que j'aurais dû peut-être regarder ça avant de faire la réunion ce soir. Mais il y a un endroit où on peut vérifier, Monsieur Brossard peut nous dire, De mémoire, il y en avait environ à 200 kilomètres. Donc, euh, au niveau de l'accessibilité à des entrepreneurs certifiés, c'est souvent une question comme l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de mesures dans un endroit, ben, le marché de l'atténuation se développe pas, mais plus les gens mesurent, plus on en parle. euh, on fait donc le marché se développe. Je rappelle qu'il y a différents guides, donc c'est possible, par exemple, pour un plombier, quelqu'un qui travaille en ventilation, lorsqu'il n'y a pas d'entrepreneur certifié, les entrepreneurs qui ont des connaissances peuvent utiliser le guide à l'usage des entrepreneurs qui explique comment corriger le problème de radon, puis référer donc aux standards là, de l'Office des normes générales du Canada pour les plus récents ajustements. Mais lorsqu'on a commencé le programme, il n'y avait pas d'entrepreneurs certifiés presque nulle part. On recommandait aux gens de mesurer et puis il y avait très peu de gens qui corrigeaient. Donc, c'est un problème qu'on voyait partout. Puis je vous dirais, aujourd'hui, on a peut-être environ 40 professionnels du bâtiment qui sont certifiés en atténuation du radon. Donc, mais en région éloignée, ça peut être un défi. Il y a de la documentation qui existe. C'est possible que ça soit fait par des gens qui ont des connaissances là, euh, en respectant les réglementations locales, évidemment. Merci beaucoup. Alors, merci, messieurs. On va passer au dernier segment. Alors, je vous disais tout à l'heure que Dr Stéphane Trépanier, qui est médecin conseil santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, était pour venir nous parler d'un projet de prêt de détecteurs de radon pour les 4 villes de la région. Donc, je laisserai la parole à Dr Trépanier. Merci beaucoup. Donc, essentiellement, c'est bien ça. On a réussi à avoir avec l'aide du ministère de la Santé des appareils. Donc, c'est vraiment cet appareil-là. Je ne sais pas si on voit bien avec le zoom, mais il était présenté tantôt. Donc, c'est celui qui est numérique, celui dont on voit on le voit mieux maintenant. Donc, celui dont on voit les chiffres, une moyenne qui est long terme en haut avec des moyennes qui sont plus court terme en bas. Donc, c'est un appareil qui est un des appareils qui est disponible. Donc, c'est celui-là pour lequel on voudrait faciliter l'accès aux citoyens pour qu'ils puissent mesurer le radon à la maison. Ça va se faire en collaboration avec les municipalités. On a déjà fait une première approche pour vérifier l'intérêt. Donc, on va être vraiment rendu dans les prochaines semaines à avoir à implanter avec les municipalités euh, la façon qui sera la mieux là, pour chaque municipalité de donner accès à ces moniteurs-là qui sont gratuits. Donc, c'est vraiment, les moniteurs vont être envoyés très prochainement aux municipalités. Puis on va supporter aussi là, dans la mise en place d'une solution pour pouvoir faire le prêt. Donc, retenez que c'est pas prêt tout de suite. Je sais qu'il y a probablement des personnes après la rencontre aujourd'hui là, qui ont hâte de mesurer.
Mais ça va être très bientôt, donc dans les prochaines semaines, suivez l'information, puis vous allez savoir quand ça va être quand ça va être prêt, puis quand ça va être disponible. On va faire des annonces à ce sujet. Essentiellement, l'appareil va venir avec des outils. Il va y avoir un outil qui va dire simplement comment utiliser l'appareil. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en arrière de l'appareil, c'est très simple. Il y a les batteries, il y a un bouton reset. C'est un appareil qui s'auto-calibre. Donc, tout ça va être présenté là, sur une page pour que vous puissiez bien comprendre votre appareil. Et il va y avoir aussi de l'information générale sur le radon qui va reprendre certains éléments qui ont été déjà mentionnés aujourd'hui en guise de rappel, mais et aussi certaines solutions qu'on peut prendre quand on a du radon et qu'on a un résultat qui est plus élevé. Essentiellement, le programme va être assez simple. L'appel initial va être d'aller chercher le détecteur pour une période de 4 semaines. Ça a été dit tantôt, l'idéal reste de faire une mesure à long terme. Après 4 semaines, ça donne une idée. Vous allez avoir une idée. Si c'est très, très, très élevé, ben, il y a probablement de l'entrée de radon chez vous. Mais ceux qui vont vouloir continuer pour une période jusqu'à 91 jours vont pouvoir le faire. Mais l'approche initiale va vraiment être pour les gens d'aller chercher le détecteur pour une période de 4 semaines. Euh, Votre résultat est complètement anonyme. Vous pourriez décider à la fin de votre test, c'est numérique, donc vous voyez le résultat. Vous voulez pas le partager, c'est un choix qu'on respecte. Par contre, c'est sûr que c'est un programme pour lequel on aimerait apprendre. Il y aura un sondage, un code QR qui va être associé à l'appareil, donc avec un téléphone ou il va être possible d'ouvrir un court sondage dans lequel vous allez pouvoir répondre à quelques questions, mais encore une fois, ça reste complètement anonyme. Mais nous, ça va juste nous aider à améliorer notre programme, là, puis à améliorer la bataille, si on peut dire, contre le radon, puis les interventions qu'on peut faire, puis s'ajuster. Euh, voilà, donc pour les municipalités qui sont en ligne, ben on va vous contacter, on va vous accompagner dans ça. C'est juste une bonne nouvelle. En gros, on a des détecteurs qui sont gratuits grâce au MEST pour pouvoir les partager. La PQ va nous aider pour la partie sensibilisation, promotion, pour essayer de vous fournir des outils pour que ce soit plus simple pour vous de faire vos campagnes avec vos propres médias, vos propres outils que vous avez déjà que vous utilisez qui marchent bien avec votre population. Merci beaucoup, docteur Trépanier. Et comme vous disiez, ça me fait plaisir de, quand vous allez être prêt, de faire les annonces à la radio, dans les journaux. On va faire la promotion avec vous de ce nouvel outil et surtout pour que la population puisse mesurer le radon, étant donné que c'est important. Alors, vous allez être la tête d'affiche cependant de cette promotion. S'il faut, il faut. Et de toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille ensemble sur le dossier. Et donc, vous allez voir Dr. Trépanier dans les prochaines semaines à la radio et dans les journaux. On a déjà commencé à parler à certains journaux pour ça aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre coordonnatrice aux communications a fait une longue entrevue là-dessus. Donc, vous allez voir de quoi dans les prochains jours. Alors, je voulais vous remercier parce que vous avez une belle région. On aurait aimé ça être avec vous, mais nous autres, on est dans une tempête, là. Donc, la prochaine fois, on sera présent sur place avec vous. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez nous appeler au 188 Poumon 9 ou encore venir sur notre site Internet Poumon Québec. Et naturellement, comme je disais, ben, le Dr. Trépanier va avoir une copie de la présentation. On va en envoyer à toutes les villes et vous pouvez nous demander et vous aurez une copie de la présentation. Alors, merci à tout le monde. Merci à M. Brossard. Merci à Dr. Dessau. Et encore une fois, merci, Dr. Trépanier, d'avoir initié cette campagne pour cette année pour justement faire connaître mieux le radon. On vous souhaite une belle soirée à tous.